Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Pour ce deuxième chapitre du programme de SES, nous allons explorer les fondements du commerce international. Ce chapitre a pour objectif de vous faire comprendre les enjeux qui façonnent les échanges entre les nations. Nous allons donc voir les mécanismes, les théories et les grands débats qui animent le commerce mondial. Allons-y. Pour commencer ce chapitre, nous allons voir d'abord qu'est-ce que le commerce international et comment le mesure-t-on. Le commerce international est l'ensemble des échanges de biens et de services qui se font entre les pays. Et ces échanges ont un rôle crucial. Ils permettent à un pays de consommer des biens qu'il ne produit pas lui-même, comme le café au Canada ou le pétrole en France, d'accéder à une plus grande variété de produits, car les consommateurs ont plus de choix, et enfin, il permet à un pays d'écouler sa propre production sur des marchés plus vastes que son marché national, ce qui est essentiel pour la croissance de ses entreprises. Maintenant, comment mesure-t-on ces échanges internationaux ? Pour répondre à cette question, on utilise souvent trois indicateurs clés. D'abord, les exportations, qui représentent tout ce qu'un pays vend à l'étranger. Pensez aux avions Airbus vendus par la France. Et les importations, qui sont tout ce qu'un pays achète à l'étranger. Comme les téléphones qui arrivent en Europe. Et enfin, la balance commerciale, qui est la différence entre la valeur de ce qu'on exporte et de ce qu'on importe. Si on vend plus qu'on achète, on a un excédent. Et si on achète plus qu'on ne vend, on a un déficit. Maintenant que nous savons ce qu'est le commerce international, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi les pays échangent-ils ? La réponse a évolué au fil du temps, avec l'apparition de différentes théories économiques. Nous pouvons distinguer deux grands courants de pensée, les théories classiques et les théories contemporaines. On commence par les théories classiques. Ces théories, qui sont les fondations de l'économie internationale, expliquent les échanges par les différences entre les pays. Tout a commencé avec Adam Smith et sa théorie des avantages absolus. L'idée est simple. Chaque pays a intérêt à se spécialiser dans ce qu'il produit mieux que les autres. Par exemple, si la France produit mieux le vin et le Japon est plus efficace pour les voitures, alors chacun se spécialise et on échange. C'est gagnant-gagnant. Ensuite, David Ricardo a poussé la logique encore plus loin avec sa théorie des avantages comparatifs. Il a montré que même si un pays n'est meilleur dans aucune production, il a quand même intérêt à se spécialiser. Il doit se concentrer sur la production pour laquelle son désavantage est le moins grand, c'est-à-dire là où il est moins mauvais. C'est cette idée qui a vraiment justifié la spécialisation internationale et la division du travail. Les théories classiques ont donc expliqué les échanges par les différences entre les pays, mais elles ne parvenaient pas à expliquer pourquoi des pays industrialisés qui se ressemblent tant, comme l'Allemagne et la France, échangent autant entre eux. C'est là qu'interviennent les théories plus récentes. Le modèle Eichler-Ohlin-Samuelson, ou HOS, explique que la spécialisation n'est pas qu'une question d'efficacité et de productivité, mais aussi de dotation en facteurs de production, travail et capital. Un pays se spécialise dans la production qui utilise abondamment le facteur qu'il possède en grande quantité. Par exemple, un pays comme le Bangladesh, riche en main-d'œuvre mais pauvre en capital, a un avantage comparatif dans la production de textiles, qui est une industrie intensive en travail. La France, riche en capital mais avec une main-d'œuvre chère, a un avantage comparatif dans les produits de luxe ou l'aéronautique, qui demandent beaucoup de capital. Puis, nous avons les nouvelles théories du commerce international avec Paul Krugman. Ces théories sont fondamentales pour comprendre le commerce intra-branche, c'est-à-dire l'échange de produits similaires. Elles reposent sur deux idées complémentaires. D'abord, la différenciation des produits. Le commerce ne sert pas seulement à obtenir un bien qu'on ne peut pas produire. Il permet surtout d'offrir aux consommateurs une plus grande variété de produits pour répondre à leurs goûts. Par exemple, la France et l'Allemagne échangent des voitures de marques différentes, même si elles produisent toutes les deux des automobiles. Cette concurrence par la variété pousse à l'innovation et profite directement aux consommateurs. Et on peut distinguer entre la différenciation horizontale, qui concerne certaines caractéristiques des produits, ou verticale, qui se base sur la différence dans les qualités des produits. Ensuite, le commerce international entre pays comparables peut s'expliquer par la fragmentation de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, la production d'un bien, de sa conception à sa fabrication peut se faire dans plusieurs pays, en divisant chaque étape en fonction de l'avantage comparatif de chaque pays. Il s'agit donc d'optimiser la production d'un bien ou d'un service en jouant sur les avantages comparatifs de plusieurs pays. C'est l'internationalisation de la chaîne de valeur. Grâce à l'ouverture des marchés, les entreprises peuvent donc maximiser leurs profits en découpant leur processus de production en une chaîne de valeur mondiale. En résumé, si les classiques expliquent les échanges par les différences entre pays, les théories contemporaines nous montrent que même les similitudes peuvent être un puissant moteur du commerce mondial. Pour la dernière partie de notre chapitre, nous allons aborder le grand débat qui anime l'économie mondiale depuis des siècles. Faut-il s'ouvrir au monde ou se protéger ? Ce débat oppose deux grandes visions, le libre-échange et le protectionnisme. Le libre-échange est une politique qui vise à réduire ou à éliminer les barrières aux échanges internationaux. C'est la vision selon laquelle l'ouverture est toujours bénéfique. Ses avantages sont nombreux, on peut citer par exemple
L'accroissement de la production mondiale grâce à la spécialisation des pays que nous avons étudiés. La baisse des prix pour les consommateurs, car la concurrence étrangère force les entreprises à être plus efficaces. La variété des choix des biens disponibles pour les consommateurs. Et la stimulation de la concurrence et l'innovation dans les entreprises, due à la compétitivité des produits et des entreprises étrangères. Mais le libre-échange peut aussi avoir des inconvénients, on peut citer les suivants. Il peut être risqué pour les industries naissantes qui ne sont pas encore assez fortes pour affronter la concurrence étrangère. Il peut provoquer des délocalisations et des pertes d'emplois dans certains secteurs qui ne sont plus compétitifs. Et il peut accroître les inégalités entre pays car les nations développées se spécialisent dans les productions à forte valeur ajoutée, comme la technologie et les services, tandis que les pays en développement se concentrent souvent sur des productions à faible valeur ajoutée, comme les matières premières ou l'assemblage bas de gamme. Cette spécialisation asymétrique renforce leur dépendance économique et maintient l'écart de richesse. Face à cette vision, le protectionnisme se présente comme une politique de défense de l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Ces instruments sont variés. D'abord, les barrières tarifaires comme les droits de douane. Et les barrières non tarifaires comme les quotas d'importation, les normes sanitaires strictes ou les subventions aux entreprises nationales. Concernant les arguments avancés par les défendeurs du protectionnisme, on peut citer par exemple la protection des industries stratégiques comme l'armement ou les industries naissantes. C'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas encore assez matures ou productives pour faire face à la concurrence des entreprises étrangères et ont besoin d'être protégées pour qu'elles puissent se développer. Également, le protectionnisme est souvent justifié pour défendre l'emploi national. En rendant les produits étrangers plus chers ou moins accessibles, les mesures protectionnistes encouragent les consommateurs à acheter des produits locaux. Cela augmente la demande pour les biens nationaux, ce qui permet aux entreprises de maintenir ou d'augmenter leur production, préservant ainsi les emplois existants et potentiellement en créant de nouveaux. Et enfin, on peut citer l'objectif de réduire le déficit commercial, qui se produit lorsque la valeur des importations d'un pays est supérieure à celle de ses exportations. Donc, en imposant des taxes sur les importations ou des quotas, le protectionnisme rend les produits étrangers plus chers ou moins accessibles sur le marché national. Cela diminue le volume et la valeur des importations, ce qui améliore la balance commerciale, réduisant ainsi le déficit. Cependant, le protectionnisme est vivement critiqué pour plusieurs raisons. D'abord, il peut mener à la hausse des prix pour les consommateurs et la réduction de leurs choix. Le protectionnisme risque de provoquer des mesures de rétorsion de la part d'autres pays, c'est-à-dire des contre-mesures commerciales. Cette escalade peut mener à une guerre commerciale qui a des conséquences néfastes. La réduction du commerce mondial, une augmentation des prix pour les consommateurs et la menace d'emploi dans les secteurs exportateurs, ce qui annule les bénéfices de la protection initiale. De plus, en limitant la concurrence, le protectionnisme ne stimule pas l'innovation, un avantage clé du libre-échange. J'espère que ces explications vous a été utiles. C'est la fin de notre vidéo, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo, qui sera entièrement consacrée à des exercices d'application pour mettre en pratique toutes ces notions. À bientôt!